Mercredi le 12, est-ce que c'est la fin de Tupperware? Pour vrai, cette fois-là. Hein, on va parler de ça. La relève agricole, on va parler de ça. Combien doit-on donner au chauffeur de Uber Eats qui vient porter notre bouffe? Hein? On va parler de tout ça. On passe ça tout de suite. Dans les autres sujets, j'ai écrit un livre, j'en ai écrit quelques-uns, et ils y vendent. Oui, puis je disais « Hire slowly, fire rapidly », ben je vais en rajouter un. Hein? Working from home, get fired, non, work from office, get fired at home, bien entendu. Hey, on va partir l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah, je pense qu'elle est facile. Vous me le direz. Hein? En 1980, il décide, à partir de Terre-Neuve, de traverser le Canada, le plus beau pays du monde, pour ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Qui est cette personne? On aime ou on n'aime pas Elon Musk. Il y a des fois que je l'aime. Je dirais que je l'aime la plupart du temps. J'aime pas son char, mais j'aime pas une Tesla. Je trouve que c'est cheap à l'os. J'aime pas ça pour tout. Regardez ce qu'il a fait avec la BBC, hein, puis il a fait ça avec une couple d'autres. On va essayer de grandir ça. Government Funded Media. Il met des nouveaux titres. Hein? Pour dire, regardez, eux autres sont financés par le gouvernement. C'est sûr que la BBC sont financés à côté dans le tapis, hein. Comme Radio-Canada, comme il y en a un paquet d'autres, je pense, NPR. Il l'a fait avec plusieurs. Il est barbeux. Lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est un fil de nouvelles. OK? Donc, il veut pas trop de compétition. Et c'est à lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais je trouve ça baveux un peu, mais ça me fait rire. Puis, il faut bien rire dans la vie, hein? Combien doit-on donner au chauffeur de Uber Eats qui vient livrer notre colis? La question se pose parce que, si tu commandes pour 25$, tu lui donnes 15%, c'est pas la fin du monde, non? Il y a un gars qui a commandé des sushis pour 400$. Puis il a décidé de donner 20$ au chauffeur Uber. Le chauffeur Uber est en maudit, hein? Il voulait avoir 15%, donc 15% fois 400$, ça aurait dû être 60$. Est-ce que donner 60$ de type pour que quelqu'un vienne te livrer la bouffe à la maison, c'est raisonnable? Mais non. Tu sais, à un moment donné, encore là, ça revient exactement à la même chose que je parle depuis tout le temps sur l'inflation. Tout le monde prend son 3% mais, d'inflation, mais 1% de une pièce, c'est 3 cents. 1% d'une pièce et 3, c'est 3 cents et un petit peu plus. Hein? Donc, est-ce que le travail est fait autant? Ben, c'est ce qui se passe avec l'inflation alimentaire, entre autres. Donc, le gars est en maudit, puis il sort, puis il maudit cheap, puis il est riche. Pas moi, en passant, là. Je commande pas pour 400$ de sushi. C'est aux States. C'est aux States, aux États-Unis d'Amérique. Le plus beau pays du monde qu'une tuerie par jour. Hein? Incroyable, incroyable. Donc, le gars a donné 20$. Je pense que c'est raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça a de l'allure. À un moment donné, tu manges à la maison, tu sais, et tu payes ta bouffe un petit peu plus cher pour qu'elle soit livrée à la maison. Le chauffeur a son travail. On s'entend, là, il n'a pas livré une vanne, là. 400$ de sushi, ça peut aller assez vite, là. Donc, voilà, hein. Ah, les exploitants agricoles, là, ça va chialer dans les prochaines années, hein. Les exploitants agricoles au Québec, puis même dans le monde, ils ont une moyenne d'à peu près de 55 ans, hein. Donc, d'ici 10 ans, si on se fie à prendre la retraite à 65 ans, 62 en France, ils vont prendre leur retraite. Mais à qui vont-ils vendre? Est-ce que le rêve agricole, c'est pour tout le monde? Hein? Faut pas oublier que l'Union des producteurs agricoles, on va parler ici, là, ça fait combien d'années qu'ils disent que c'est de la misère? Il y a Stéphane Gendron qui a sorti un documentaire, La misère noire, puis c'est tout le temps la misère noire, puis c'est presque notre fond judéo-chrétien, on va parler comme François Legault, là. C'est la misère noire, puis ça prend plus d'argent, puis c'est l'enfer. Mais tu sais,
à force de faire peur au monde. Et c'est ça, les syndicats, ce qu'ils comprennent pas, puis ils sont en train ils vont s'en rendre compte dans les négociations avec Dubé, c'est que les gens ne sont plus derrière les syndicats. Hein? Les gens que les syndicats voulaient sortir de la pauvreté sont rendus maintenant dans la classe moyenne. Et la classe moyenne trouve qu'elle paye trop d'impôts. Fait que les syndicats ont sorti des gens de la pauvreté dans les années 50, 60, hein, pour les emmener vers la classe moyenne. Puis là, la classe moyenne a dit, attends un peu, je paye bien trop cher d'impôts, moi. Puis quand ils regardent leur cotisation syndicale, puis ce que le syndicat apporte pour eux, tu sais, le syndicat, là, a travaillé à un moment donné pour les travailleurs. Ça, c'était les anciens syndicats. Hein, avec raison. Puis à un moment donné, ils ont commencé à travailler pour eux autres. Et là, les gens s'en rendent compte un peu plus. Ben c'est ça, l'Union des producteurs agricoles, elle va gueuler que c'est l'enfer, puis elle continue à le faire. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, hein, des subventions. Ce faisant, ils vident la base. Hein, ils découragent tout le monde. D'un autre côté, ça coûte cher une terre agricole. Ils ont pris de la valeur. Donc, c'est pas tout le monde qui peut l'acheter aussi. C'est rendu des méga-entreprises. La valeur moyenne d'une ferme laitière, c'est 7 millions, je pense. Et la valeur moyenne d'une ferme de volaille, c'est 14 millions. Donc, lancez-vous dans le poulet qu'ils disent. Hein? Donc, d'ici 10 ans, il y en a un paquet qui va prendre la relève. Qu'est-ce qui va arriver de plus en gros, des groupes de plus en plus gros, des industries? Hein? Parce que c'est plus de l'artisanat. Regardez ce que je fais sur la ferme. C'est pas de l'artisanat. Hein? On travaille des différents métiers, mais il faut que ça soit rentable, que ça soit contemporain. Et est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je pense que la façon que je le fais peut être faite pour tout le monde parce qu'on est proche des clients et on veut pas vivre dans la misère noire. Est-ce qu'on travaille comme tous les entrepreneurs? Comme tous les entrepreneurs. Donc, les gens ne sont pas sortis du bois, mais pas du tout, avec l'agriculture. C'est pas un métier rêvé, hein, puis on le fait pas rêver, ce métier-là. J'essaie de le faire à ma façon, mais je suis un petit ambassadeur, ça en prend plusieurs. Il y en a plusieurs aussi, mais il faut les mettre de l'avant, puis arrêter de toujours amener le côté négatif. C'est sûr que si tu amènes juste du négatif, ben tu vas avoir ce qu'il y a, une population vieillissante. Regardez l'industrie du chauffeur de taxi, c'était la même chose, hein. Ils étaient tous vieillissants. À un moment donné, la seule chose qui les attirait, c'est le prix du quota. Voilà, finalement, ils sont tous partis avec une couple de milliards, ben pas eux autres, mais ils ont eu de l'argent du gouvernement, parce que le gouvernement avait monté un système de quotas pour les protéger, qui les a pas protégés, dans le fond, qui les a fait vieillir, et Uber est arrivé entre-temps, hein, au Québec. Ah, il y en a eu toute une semaine quand même, hein. On est parti de, faut-il, la semaine, pas au début de la semaine, il faut faire une commission parlementaire sur ChatGPT. Pouf! 1 million de Québécois dans le noir. Hawaï au bécosse. Et le premier ministre, lundi, qui dit que ça, c'est notre côté catho. Pas ce catho, là. Catho. Hein? Donc, chrétien, notre judéo-chrétien. Hein? Ça, c'est la semaine au Québec. Comme quoi qu'on est plein de je sais même pas le mot. Amenez-moi pas de côté. Ouais, même les mots qu'il dit, je suis même pas capable d'en dire un. Hein? Donc, non, on a eu toute une semaine. Faut pas capoter avec l'intelligence artificielle. On parle à peu près de 3 millions de jobs qui vont perdre avec ChatGPT. Puis on le voit de plus en plus. Vous voyez les images que je fais, hein? Les images que je fais, j'ai oublié de vous montrer mon image du jour. Donc, j'ai encore besoin là, de travailler avec Sébastien Guérard pour différentes images, là. Mais pour faire des petits drafts, regardez ça. Donc ça, c'était fait entièrement avec ChatGPT. Bon, on vend des gaufres. Ma meilleure manière de vous en parler, c'est de vous en parler, d'en vendre, c'est de vous en parler. Je veux pas être le secret de mieux garder. Et j'ai décidé de faire une pluie. Cette image-là, ça vient d'une pluie de gaufres, hein, avec du sirop d'érable. Donc vraiment, j'ai déclaré, faites un party. Il y a des gaufres qui tombent du ciel avec du sirop d'érable. C'est ce que ça a donné comme... Donc une nouvelle catégorie de job qui est justement ce qu'on appelle des prompteurs. Quand j'écris ça, faut à un moment donné, tu finis par développer des techniques. Hein, vous les voyez, mes images, donc c'est ça. C'est ça qui est un nouveau métier. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est supposé avancer. Si le panier bleu utilisait l'intelligence artificielle au lieu d'utiliser notre argent,
j'ai hâte de voir à quel moment ça va péter aux frettes. Hein? Parce que ça va péter aux frettes. C'est impossible que le panier bleu réussisse à s'en sortir la façon qu'il dépense. C'est impossible. Je suis pas le seul à le dire. Toutes les gens qui connaissent le milieu du commerce en ligne et la façon que le panier bleu le fait, la façon qu'il dépense sans compter, nommez-moi un mot-clé, moi vous le dire. Tiens, on va aller voir sirop d'érable. On va aller voir ça. Tiens, venez voir ça avec moi. Sirop d'érable. Bon, découvrez l'autorisation. Commandité. Mes épices. Bon, mes épices le paye. Je ne connais pas mes épices. Érable du Québec. On va voir rapidement la ferme. Producteur. Je suis pas là encore. Hein, je suis loin. Commandité, le panier bleu. Et voilà. Hein. Le panier bleu qui commandite le sirop d'érable. Le panier bleu n'est pas là pour aider les entreprises qui ne sont pas en ligne. Ils sont là pour aider les entreprises qui sont en ligne. Donc, ce qu'ils font, c'est que, il y en a un autre qui est Faire. Je ne sais pas c'est qui Faire, mais ils ont de l'argent en tabarnouche. Je ne sais pas qui est derrière Faire. Je serais bien curieux de le savoir. Si vous le savez, dites-moi-le, parce qu'il commandite à peu près tout, lui aussi. Tout est commandité. Soit de Faire, je ne sais pas qui est derrière Faire. Sirop d'érable, vente B2B. Donc, sirop d'érable pur, je ne sais pas c'est qui est là, derrière ça. Mais donc, le panier bleu qui commandite, qui sponsorise à peu près tout, ben qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien. Hein? Absolument rien. Parce que si un commerçant voudrait se faire connaître, ben il se ferait connaître de différentes façons. J'en vends du sirop d'érable, là. Et je ne paye pas de pub. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher, le mot-clé sirop d'érable à cet ainsi d'année. C'est pas comme le sirop d'érable au mois de... Il coûte très, très cher. Et juste pour faire dépenser un peu, tiens, le panier bleu, on va le dépenser. Hein? Donc, et regardez, quelqu'un qui le vend 52 piastres le sirop d'érable. C'est pas cher. Est-ce que... puis il faut qu'il donne une commission au panier bleu plus le shipping, 52 piastres. Je comprends même pas quelqu'un qui se lance là-dedans à 52 piastres. Le prix moyen d'une canne encannée, selon les standards, pas les standards, selon le prix vendu par les producteurs de sirop d'érable est de 8 $ la canne. Donc, tout ce que tu vends en bas de 8 $, tu le vends à perte, tout simplement. Juste une canne vide, maintenant, coûte à peu près 1,5 pièce. Une canne vide, il n'y a pas de sirop chauffé dedans. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Quand tu voyais ça à 52 sur le panier bleu et tu cliques dessus, c'est... Ah ben, c'est ma cabane en Gaspésie, justement. Un gars qui m'a fait la morale l'autre jour. Je l'ai bloqué. Il arrêtait pas de me faire la morale. Il me disait que lui, il était connu. Mais tant mieux pour toi, mon cabane en Gaspésie. Donc, c'est à peu près juste ça qu'elle vend. Ma cabane en Gaspésie qui vend son sirop sur le panier bleu, à peu près. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qui est ça. Ben, il a le droit. Il a le droit. C'est sa façon de se faire connaître. C'est pour ça que l'autre jour, il me faisait la morale. Des fois, il y a des gens qui me font la morale, puis je comprends pas trop pourquoi. Mais là, c'est ce que je vois sur le panier bleu. C'est ma cabane en Gaspésie qui me disait que lui, il avait l'affaire. Ben, c'est sûr que je pourrais vendre mon sirop à 52 piastres livré chez vous. J'aurais l'affaire. Je vendrais en tabarnouche. Je serais à quantité que je vends, ça fait longtemps que j'aurais fait faillite. C'est bien évident. Bon, la presse. Regardez comment... Qu'est-ce que vous pensez de cette caricature-là? On voit Jean Charest, Québec condamné à verser 385 000 à Jean Charest. Et la presse, sous Marc Baudet, toujours les deux mains sur le volant de Jean Charest, comme quoi qu'il met l'argent dans son coffre-fort. C'est de mauvais goût, c'est de mauvaise foi, parce que Jean Charest a pas fourré le gouvernement. C'est le gouvernement avec l'UPAC qui a fourré Jean Charest. OK? Faut pas l'oublier, ça. C'est ça qui est arrivé. Donc, c'est l'UPAC qui a coulé de l'information, l'UPAC qui est mal géré, qui a entré dans la vie privée de Jean Charest. Jean Charest l'a poursuivi. Et un bon juge, pour une fois que vous le dites qu'il y a un bon juge, a décidé que ça n'avait pas sa place. Et la caricature de la presse dit que Jean Charest empoche l'argent, il est deux mains sur le volant, c'est de mauvais goût. Je prends pas sa défense, là. Je le connais pas, Jean Charest, je l'ai rencontré une fois, là, dans une soirée, donc, comme bien des Québécois. Donc, mais ça, je trouve ça de très, 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 très mauvais goût. Il n'a pas volé cet argent-là. Au contraire, s'il est allé en cours et le juge a décidé, c'est le juge, lui, il demandait 35 000. Le juge dit, moi, t'en donner 385 000 parce qu'ils ont été de mauvaise foi, puis on va les punir. Hein? Faut pas l'oublier. C'est de l'UPAC qu'on aurait duré, pas de Jean Charest. Hein? Tiens. Voilà. Hein?
la loi 101, comment faire fuir les entreprises? On a un gouvernement là, tellement interventionniste, ça n'a même plus de bon sens. Hein? Il y a le côté Fitzgibbon qui contrôle tout. Hein? Et après ça, il y a eu Bernard Drinville, qu'on soit d'accord ou non, moi je m'en fous un peu que des élèves pris dans un coin de l'école, c'est pas mêler la religion avec c'est pas un professeur qui dit à ses élèves on va prier, c'est un élève qui décide de prier par lui-même, comme il y en a un autre qui va aller jouer aux cartes, comme il y en a un autre qui va aller fumer une cigarette. Chacun a son style, moi ça me dérange pas. OK? Pour la loi 101, Jolin Barrette, la nouvelle loi, il dit ouais, mais là, t'as un peu. Non seulement tu vas être obligé, c'est entre 25 et 49, mais tu vas être sur le comité de direction pour t'assurer que la loi va être faite. Donc, il force les gens dans les entreprises à gérer leur entreprise comme le gouvernement veut le faire. Hey man, t'as juste à t'appliquer sur la loi puis fous-nous la paix. Sincèrement, voulez-vous vous faire fuir les entreprises? Moi, je suis Québécois, je vais rester ici. Là. Je m'en irai pas nulle part. Hein. Pas tout de suite. Non, j'ai nulle part où aller. Là. Mais sincèrement, voulez-vous faire suer les entreprises? C'est quoi votre but de mettre quelqu'un? Ça vous donne quoi? C'est quoi? Hein? Est-ce que c'est vous? Sincèrement, là, on regarde certaines approches du gouvernement Trudeau, Legault, regardez le travail des enfants, ça commence à ressembler là, à du communisme, tout ça. Là, hein? On contrôle, OK, parfait. Toi, tu vas avoir le droit aux enfants. Qui fait ça, le gouvernement chinois, qui dit, ouais, ben après 3 heures, on va mettre un bloc, pas plus d'Internet pour les enfants, c'est le gouvernement chinois qui décide ça. Ici, on décide que les enfants ne travailleront pas. Hein? Les parents sont trop imbéciles pour ça. Là, on dit à la loi 101, regarde, on te fait tellement pas confiance que tu vas mettre un comité que toi-même, au lieu de gérer ton entreprise, tu vas venir remplir des virgules pour un petit document dans la loi française, la loi 101. Sincèrement, pourquoi qu'on a mis ça au pouvoir puis on les laisse faire ce qu'on veut? Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'on a reviré sur le communisme à ce point-là. Là. Normalement, c'est le côté de Québec solidaire qui fait ça, pas la CAQ. Pas la CAQ. Mais sincèrement, ça a-tu du bon sens? Ça a-tu du bon sens forcé de décider, le gouvernement décide qui doit travailler à l'intérieur d'une entreprise sur un dossier? Sincèrement, c'est pas de payer TPS, TVQ, là, où est-ce qu'on est responsable. C'est qui va travailler sur le dossier. Le gouvernement décide de ça. Hein? Voyons donc. Pas ça pas tout. Je suis trop enragé. C'est ce piton-là, tombé sur la tête. Ah, les clés d'un bon meeting. Je suis tombé sur un article exceptionnel sur les clés d'un bon meeting, puis ça m'a interpellé. Parce que les clés d'un bon meeting, c'est de ne pas en avoir. Bien plus simple de jamais avoir de meeting. Hein? S'il y a quelque chose qui me donne le goût de vomir, c'est bien dire, on a un meeting. Tabarnouche. Les chances que j'assiste là, sont à peu près nulles. OK? Ça m'intéresse pas. Pantoute. Je trouve ça long, je trouve ça plate. Et dès que tu es plus que 3 personnes dans un meeting, dites-vous, vous perdez votre temps. Il y a quelqu'un qui perd son temps quelque part. Hein? Mais des fois que tu es obligé d'en avoir un, hein, je vais te donner les recettes. Parce que des fois, il faut en avoir un meeting. Hein? Ne pas avoir d'agenda. C'est pas mal réglé. Tu n'as pas d'agenda. T'en mets pas. OK, voici l'ordre du jour. Mais non, si tu calls un meeting, là, c'est que tu as un objectif. OK? Il est où l'objectif? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Donc, tu dis, aujourd'hui, on va parler de ça. Pas au point A, point B, point C, point D. Non, tu t'en vas parler d'un seul point. Okay? C'est comme ça que ça se règle le meeting. Pas d'agenda. Je suis même pas capable de parler. Qui est en charge? Hein? Qui est en charge du meeting? C'est après quelqu'un qui est en meeting. Hein? C'est pas un comité de wokistes. C'est quelqu'un qui call le meeting, qui veut des actions et qui demande du feedback. Faut pas l'oublier, là. C'est souvent un meeting qui tu dis pas, bon là, aujourd'hui, ça va mal, puis ça, on va faire ça comme ça. Ça, c'est pas un meeting. Hein? Ça, c'est de diriger et de prendre des choix parce que tu vends pas de la crème glacée. Tu dis, aujourd'hui, je prends cette décision-là et je m'en vais vers là. Ça, tu colles pas ça dans un meeting. Tu dis à tout le monde, hein? Je m'en vais là. That's it, that's all, c'est final bâton. Tu colles pas ça dans un meeting. Faut que tu sois un facilitateur. Et Jeff Bezos disait que les meetings, très simple, hein? S'il y a trop de monde pour nourrir avec 2 pizzas, t'as trop de monde dans la salle. Donc, honnêtement, les meetings, ben, meeting Teams, puis une autre affaire, non. Et poussez-vous des meetings. Demandez pourquoi.
Moi, quand j'étais jeune, quelqu'un voulait me demander, même encore aujourd'hui, fais-moi ça. Pourquoi? Dis-moi là. Pourquoi tu fais un meeting? Pour faire quoi? Hey, ça doit être plus rapide. Là. Get to the point. On a autre chose à faire. Hein? Ça va en finance. Des bonnes finances aujourd'hui. Dans l'entrepreneuriat, c'est difficile point. Mon deuxième livre sur l'entrepreneuriat, je parlais hire slowly, fire rapidly. Hein? Faut que tu prennes ton temps pour embaucher quelqu'un. Faut que tu aies quelqu'un qui soit ambassadeur d'entreprise. Mais quand ça marche pas, hein, tu sacs ça dehors le plus vite possible. Tu lui payes ce que tu dois lui payer. Ben ça va bien pour aujourd'hui. Regardez bien ça. Regardez McDo puis plusieurs entreprises qui le font maintenant. Hein? Quand ils veulent mettre quelqu'un dehors, hein, ils demandent, parce que les grandes entreprises ont demandé de venir au bureau. Donc, work from office, get fired at home. Hein? Donc, les gens maintenant, ils te demandent de travailler, mais quand vient le temps de te congédier, ils t'envoient tout de suite. Ce qui est pas fou. Hein? Ce qui est pas fou, ils t'enlèvent les accès, ils t'enlèvent tout, puis tu t'assures que les employés ne m'aimeront pas dans les alentours. Faut que tu leur donnes ce que tu dois leur donner, cependant. Hein? Et en parlant de ça, la caisse de dépôt, il est allé all-in. Hein? Que c'est mal géré. Tu sais, c'est quand la dernière fois vraiment que j'ai parlé que la caisse de dépôt a fait de quoi d'exceptionnel? Êtes-vous capable, vous autres, de m'en dire un moment donné où la caisse de dépôt était exceptionnelle? Je sais pas où, moi. Parlez-moi pas des rendements, sont les pires. Sont parmi les pires. Là, ils viennent de congédier des gens. Attendez un peu, combien qu'il y en a? Ils viennent de dépenser... Ben écoutez, ils ont dépensé 13,1 millions parce qu'il y avait trop de monde. Hein? Des gens incompétents. Ils les ont envoyés à la maison. Hein? Je ne sais pas s'ils ont envoyé un email, ils ont dit bye-bye. Package d'indemnité, 335 000. Ça, là, c'est votre fonds de retraite. La caisse de dépôt est là pour gérer notre retraite. Hein? Et ils ont fait Celsius, ils ont fait Azure en Inde, un autre 500 millions de perdus. Il y avait trop payé caisse de Vidéotron il y a très, très longtemps. Quoi d'autre qu'ils ont fait? Ben là, ils ont fait la crypto aussi. Hein? Donc, 335 000 en moyenne d'indemnité de départ. Et ça s'accumule comme ça. Pendant ce temps-là, Aymon a l'air d'un... Oh, il est bon. Il est bon dans quoi? Hein? Quand tu embauches des gens, c'est parce qu'il faut que tu planifies. Comment ça se fait qu'ils ont congédié? Est-ce qu'ils revoient leur modèle d'affaires après 2 ans? 2-3 ans d'être à l'emploi. Il y en a un qui a eu 2 millions, il était seulement 2 ans à l'emploi. À un moment donné, là, ça reste notre argent, mais c'est la caisse de dépôt, c'est noble. C'est noble. Ben écoutez, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Hein? Ben Hong Kong vient de décider que le Bitcoin était bien correct, tout à coup. Pas la Chine, mais on s'en vient voir ici. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Ben, regardez le Bitcoin qui est rendu, ben, je vais regarder, je vais vous le montrer, je chiffre de mes images, qui est rendu à 30 055. Et ça n'a pas pris de temps que des vieux statuts de 2019 que j'ai, 2021, refont surface sur mon Facebook par rapport à ça, parce qu'il y en a qui, ça ressort, ceux qui le savaient. Les beaux-frères, là, sont ressortis de leur tanière pour dire qu'ils le savaient. Honnêtement, tant mieux si le Bitcoin est libéré de tous ces fraudeurs, hein, parce que c'est plein de fraudeurs. Tant mieux si c'est une monnaie refuge. Sincèrement, notre système financier actuellement n'est pas le mieux. C'est un système financier qu'on a depuis longtemps. C'est pas le meilleur qu'on a. Et tant mieux s'il y a quelque chose de décentralisé. Tant mieux. Okay, moi, je m'en fous un peu. J'ai 3 piastres et demi en Bitcoin. S'il y a des gens qui ont cru à 500, ils sont tous ressortis. Dès que ça a frappé 30 000, il y a toujours quelqu'un qui est arrivé qui l'a payé 2 piastres son Bitcoin. Tant mieux pour toi. Honnêtement, ça m'enlève absolument rien. Est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce qu'il est parti pour vrai? Est-ce que ça va emmener encore un lot de fraude, un paquet d'autres crypto-monnaies parce que les gens vont ressortir une crypto par rapport aux autres? À suivre, mais quand même, moi, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On a besoin du nouveau et la crypto-monnaie, en général, elle va amener du nouveau, peut-être trop vite un peu. Il y a eu de la fraude, j'ai perdu de l'argent là-dedans. J'ai eu ma leçon, comme bien d'entre vous ont eu leur leçon aussi. Donc, à suivre, mais quand même, c'est intéressant de voir que ça monte. Ça monte. Pendant ce temps-là, l'or aussi va super bien. Je m'en vais voir les petites femmes. 2003, on est presque à ce qu'on appelle un all-time high, donc ATH. Pas tout encore, pas tout encore. Pas encore tout à fait. Hein?
Vous voyez le pétrole ici qui se maintient à 80-85. Si on regarde all de l'or, on est à son plus haut niveau depuis toujours, ouais. Je pensais que c'était 2020, moi, le plus haut. Ouais, c'est ça, il a atteint 2058 au mois de juillet 2020. Donc, il approche. Est-ce qu'il va maintenir sa poussée? Ben, tant mieux, parce qu'on a des mines d'or ici. Il n'y en a pas beaucoup d'exploités, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Hein? Et on regarde encore une autre action. Pas Volkswagen, Weight Watchers. Je vous montre Weight Watchers. Weight Watchers, qui est une des entreprises les plus à risque. Et regardez, si on regarde sur un an, ben, voyez ce qui se passe avec Weight Watchers. Hein? Ça descend constamment. Donc, la business de la perte de poids supervisée comme Weight Watchers, ben, elle est mise en danger. Et avec les nouvelles pilules Ozempic, puis il y en a une autre que je vous ai présenté, que j'oublie le nom, mais il y a de plus en plus de pilules qui font maigrir, qui contrôlent le diabète, qui contrôlent le cholestérol. Vraiment, dans le genre de société qu'on vit, c'est parfait. Hein? C'est parfait parce qu'on peut continuer à manger à peu près ce qu'on veut. C'est pas une solution, là, on s'entend. Mais nos petits excès, on peut les régler avec une pilule. Si c'est la pilule du bonheur, tant mieux. Sincèrement, la recherche aussi est là pour ça. Là. On a réglé un paquet d'affaires. Donc, regardez ce qui est arrivé. Regardez l'action de Weight Watchers qui a monté beaucoup hier après les heures d'ouverture. Pourquoi? Parce que Weight Watchers vient d'acheter une compagnie qui s'appelle Sequence, qui est justement impliquée dans l'administration des pilules pour faire maigrir. Parce que, quand même, si c'est une industrie de 76 milliards par année, l'industrie de perte de poids. Donc, si cette industrie-là, elle est menacée, bien entendu, avec l'arrivée d'Ozempic et des autres, parce que tous les produits amaigrissants qu'on vous offre, qui n'ont jamais marché, là, hein, on vous a toujours fait à croire qu'ils étaient pour marcher, ben, ils ne marchent pas du tout. Hey, une petite parenthèse sur Alex Lachance, j'en ai parlé de l'influenceur qui se fait aller avec sa Lamborghini et un autre. C'est gênant d'avoir une Lamborghini, je vous le dis. Là. Sur les réseaux sociaux, la RBQ court après parce qu'il aurait utilisé un numéro d'RBQ qui n'avait pas le droit, qui n'était pas le sien. Et ça, c'est passible d'une amende de 200 000 $. Donc, quand ça allait être trop beau pour être vrai, c'est normalement le cas. Hey, Tupperware, hein? Tupperware, j'en ai parlé hier, j'en avais parlé l'année passée, sont surendettés. Puis à un moment donné, une entreprise, il faut qu'elle fasse attention à son endettement parce qu'il arrive à un point de rupture où, quand même que tu continues, tu n'es pas capable de rembourser les intérêts. Puis là, les intérêts, le taux d'intérêt a augmenté, donc Tupperware est pris à gorge. Hein? Est-ce que Tupperware, souvent on dit « too big to fail ». Non. Je pense sincèrement qu'on assiste à la fin de Tupperware. Ils sont arrivés à la fin de vie utile. Ils ont fermé en Nouvelle-Zélande au mois d'août tout leur système. Et je pense qu'ici aussi, alors que j'adore les plats Tupperware, j'aime les madames Tupperware et le gars qui travaille là. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que le modèle d'affaires selon lequel ils investissent, regardez, j'ai un micro-grill, je les utilise, les plats sont parfaits, mais il y a des alternatives maintenant. Et ils ont eu leur beau moment, là. Tu sais, faut le dire, là, Tupperware. Les marchés Tupperware ont eu leur beau moment pendant, c'est ici, ça a monté jusqu'à 94, ça c'est en 2013, hein. Dans le fond, regarde, ils ont été à la bourse en 97, ils ont monté jusqu'en 2013 et après ça, l'endettement a commencé. Et c'était le début de la fin. Donc, vous pouvez voir le graphique, regardez ça, là. Ça ne fait que descendre. Ça a remonté un peu dans la COVID parce que les femmes s'étaient réorganisées et ça a bien été. Puis paf, là, à un moment donné, il faut se rendre compte à l'évidence que l'endettement, tu ne peux pas t'en sortir de l'endettement. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre de toutes les entreprises, se pousser des endettements. Hein? Donc, voilà. Hey, un petit peu d'insolite, trois, quatre petits sujets. Est-ce qu'on vit dans des appartements trop gros? On parle souvent des maisons trop grandes, mais en 1965, la plupart des anciens appartements qui ont été bâtis en 1965, il y avait 4,4 personnes dans chaque appartement. Aujourd'hui, on parle de 2,2. Hein? Donc, ça a diminué énormément, mais on a encore les mêmes appartements. Donc, ceux qui sont bâtis, on regarde comme Griffintown ou quoi que ce soit. Donc, ils sont de plus en plus petits et c'est normal parce qu'on est seulement 2,2 alors qu'avant un 3,5 ou un 4,5, il y avait 4,4 personnes qui habitaient dedans. Mais ça, c'est dans le temps qu'on était plusieurs
dans la même chambre sans avoir de l'air d'une famille qui s'occupe, qui se maltraite ses enfants. Et, hein, imaginez-vous que tu es obligé de dire que, mettons, tu es allé à l'école, tu es obligé de dire à tes amis, nous autres, on est 4 dans la même chambre, mes 2 frères et moi. Tu sais? Fait que voilà. Hein? Oh, les ministres anglais sont fâchés parce que le couronnement de Charles, là, ça arrive. Là, on est le 12 avril et le couronnement, c'est dans 3 semaines. Fait que là, les grands préparatifs, puis là, ils commencent à recevoir des invitations, mais il n'y a pas de plus un. Plus un, c'est maintenant, je reçois une invitation, moi, puis c'est marqué ben, avec ta conjointe ou ton conjoint, hein? Ou tes conjointes. Voyons, pourquoi je suis pas inclusif, moi? Donc là, ils n'ont pas de plus un, il n'y a pas de place. Ils invitent, là, tu sais, il y a beaucoup de gens à travers le monde là, qui veulent voir le couronnement de Prince Charles. Quand même, tu es dans le 8e rangée. Donc, c'est pas de plus un. Tu es ministre, tu es invité, puis ta femme, elle restera. Elle regardera la TV, là, tu sais. Elle regardera à côté de qui tu es assis. Hein? À côté de qui tu es assis? Pas tes affaires. Pas tes affaires. Les Anglais me font rire. Ils sont plus woke que nous autres. Hein? Imaginez les juges devant le jury. Ils disent tout le temps « Ladies and gentlemen, are you ready? » Hein? C'est terminé. Là, maintenant, ils disent « Ladies and gentlemen. » On est rendu là. Gentlemen. Les femmes, puis vous autres, les gentils autres, là, ben, allez les libérer maintenant. Gentlemen. Savez-vous que les voix de Minnie et de Mickey Mouse se sont mariées dans la vraie vie? Je voulais vous dire, en 2017, se sont mariés. Donc voilà, hein, vous l'apprenez. Ben, c'est une vieille nouvelle, mais j'aime ça, en sortir des vieilles un peu niaiseuses. Et on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 12 avril 1980, Terry Fox, hein, avec une seule jambe, a décidé de parcourir le Canada, de Terre-Neuve à Vancouver ou à Regina. En tout cas, il a marché tout le Canada en courant pour aider à la recherche sur le cancer. Bon, il est décédé de ça. Donc, c'était Terry Fox que je cherchais. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là comme à tous les jours. Hein? Je vous ai même pas demandé de vous abonner. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Je fais comme Denis Lévesque. Voilà. Hein?